Bonjour à tous, bonjour à toutes ou rebonjour si vous étiez avec nous pour l'AFC. On se retrouve une nouvelle fois dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent pour parler de la preview de ce Divisional Round en NFC, la deuxième conférence. On a fait un épisode pour l'AFC que vous avez peut-être déjà écouté ou que vous écouterez après. On se concentre là sur les deux matchs de la NFC avec le spécialiste de la NFC, celui qui plane sur la conférence depuis maintenant 18 semaines, celui qui n'en peut plus d'attendre que son petit Christian McCaffrey retrouve le chemin du terrain, que son Brock Purdy soit toujours là avec ses passes si précises. C'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, je piaffe d'impatience. Ça fait trop longtemps dans ce podcast qu'on n'a pas parlé des 49ers. Ça fait 2 semaines, une éternité. Donc, on va enfin pouvoir reparler tu piaffes de football. d'impatience, Qu'est-ce tu que vous l'as voulez que je dit. vous Et dise en parlant de piaf, on a toujours un spécialiste des volatiles, quelqu'un qui adore les oiseaux par-dessus tout. C'est notre Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va? Eh ben ça va, bonjour à toi Flav, bonjour à Seb, bonjour à tous nos free agents. Ben, écoute, les volatiles, je les aime bien. J'aime bien les petits oiseaux au printemps qui chantent et qui nous appellent le beau temps justement. Mais au-delà de ça, ça s'arrête là. C'est sûr que T'aimes bien les les volatiles... aigles aussi? Ouais, les aigles, j'ai rien contre, Ouais, j'ai rien contre eux au final. J'aime pas trop quand ils sont apposés sur des casques pour faire un logo, mais sinon à part ça, tout va bien. à part ça, tout va bien. On salue les fans des Eagles, bien évidemment. Comme à tous les podcasts, hein, on les salue. À chaque fois, ils nous détestent, mais on les salue quand même. Oh, ben, tu sais, de toute façon, il faut pas prendre mal les choses. En soi, je suis assez objectif sur mes Giants pour savoir dire qu'ils n'ont rien fait de la saison ou pas correctement. Donc, que nos amis des Eagles ne le prennent pas mal, ça fait partie de la boutade, évidemment. Tout à fait. La fameuse boutade de spécialité de la ville de Dijon, comme chacun le Mais- sait. Ouais, ça commence bien, ça commence fort. 2 minutes. Ça va être It's long, hein. gonna be a long day, hein, les amis. Hein, ça va être très très long. Alors, on commence justement avec les Packers et les 49ers. À tout seigneur, tout honneur, ce sera le premier match de la NFC, puisqu'il y aura avant celui de la FC entre les Texans et les Ravens. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin très précisément. Les Packers de Green Bay vont se retrouver face aux 49ers de San Francisco, des Packers de Green Bay, Seb, qui ont été absolument impressionnants la semaine dernière face aux Cowboys de Dallas. Des Packers très impressionnants, des Packers même, oserais-je dire, que l'on n'attendait pas à ce niveau de jeu face aux Cowboys qui n'ont pas eu l'ombre d'une chance face à eux, mais néanmoins une équipe de Green Bay qui avait su, notamment sur la fin de la saison, construire sa confiance, rebondir après 2 victoires un petit peu surprises, oserais-je le dire, face aux Giants et à Tampa Bay en semaine 14 et 15, 2 équipes qui semblaient à leur portée, face auxquelles ils ont chuté et qui mettent un petit peu d'ombre sur leur bilan, mais donc une équipe qui a su se construire en cours de saison et une équipe qui a su construire son leader également en cours de saison, qui a su construire Jordan Love, qui, entre les semaines 10 et 18 du championnat, a fini deuxième en QBR, en QB rating de la ligue. Devant lui, c'était Dak Prescott. Dak Prescott qui l'a donc effacé lors du tour précédent. Et c'est une dynamique vraiment impressionnante pour ce club qui a sans doute culminé face à Dallas, puisqu'on a eu l'impression de voir un club pour qui toutes les pièces s'étaient mises en place. On a, tu au l'as bon dit, un moment. Jordan Love qui semble progresser de semaine après semaine. C'était pas forcément toujours flamboyant dans la première moitié de saison pour Jordan Love. Et il y a eu cette deuxième moitié de saison où il a semblé prendre complètement confiance. Les playoffs avec ce match contre Dallas où il passe quand même, c'est 48 points, hein, c'est ça, à Dallas, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. 48 points à Dallas et Bertrand était bien placé puisqu'il l'a commenté en direct sur Twitch, cette rencontre, avec un Jordan Love qui semblait très à son aise. Alors on parlera d'Aaron Jones aussi un petit peu après, mais on a cette aisance de Jordan Love qui a pris les bonnes décisions, qui a pris son temps. La défense des 49ers est excellente dans beaucoup de secteurs. Le petit point faible, c'est le nombre de yards accordés à la passe. Ils ne sont que 14e dans ce secteur-là, les 49ers.
Est-ce que Jordan Love pourrait trouver défense à sa mesure pour essayer de s'exprimer, mon cher Bertrand? En fait, le souci de ce match-là, c'est qu'à mon avis, on sera alors, pour commencer, on aura bien sûr les 15 jours, on va dire, de repos de la part des 49ers, qu'on va voir comment ils vont ingurgiter cette longue période sans match. Donc ça, c'est toujours l'élément, la variable qui n'est pas gérable et qui est difficilement analysable. Mais en soi, passons cet élément-là. La grosse différence, c'est qu'on va avoir une équipe des Packers qui va se retrouver, par rapport à une équipe qui n'a pas toutes les incertitudes qu'elle a pu montrer pendant la saison. Une équipe des Cowboys qui pouvait parfois perdre contre des équipes qui n'étaient pas attendues, perdre contre les Cardinals ou autres. Donc, on a une force de frappe des 49ers qui est là, qui est dominante, qui montre bien que c'est pas l'équipe qui va se liquéfier par rapport à ou se faire surprendre par rapport à cette équipe-là. Mais en soi, Jordan Love a montré plus tard que CJ Stroud, pour le coup, grâce à une formation au fur et à mesure, des dispositions en montrant une sérénité face à la pression qui est venue du pass rush des Cowboys, même s'il n'a pas été aussi génial que l'a pu être durant la saison. Mais malgré tout, il fallait le faire. Quand vous avez un bonhomme de 120-130 kilos qui vous arrive en pleine vitesse et que vous le voyez du coin de l'œil, pour le coup, le bras, il est toujours parti et il a toujours été au minimum précis dans la passe. Avec les Jayden Reed, avec les Romeo Doubs, avec Dentavion Winks. Voilà. Donc au final, c'est un mix entre Winfield et Wicks, du coup. C'était entre les Buccaneers et les Packers. Voilà, c'est ça. Winfield, c'est le cornerback des Buccaneers, mais bon, je le mettais chez les Packers, tu vois. Pourquoi pas, allons-y. On a trop de joueurs dans la tête, on ne sait plus. Et au final, les passes, elles arrivaient toujours. Donc, il faudra voir par rapport à cette défense des 49ers si justement Jordan Love sera toujours développé aussi bien. Seule chose, c'est que du côté des 49ers, on va le développer après, mais c'est quand même un monstre à deux têtes sur deux escouades différents qui font très peur et qui sont difficilement gérables aussi. Toi, en tant que fan des 49ers, mon cher Seb, tu te méfies plus de quoi? De Jordan Love qui semble en pleine confiance, ou plutôt d'un Ron Jones qui a marché littéralement sur les Cowboys la semaine dernière? Aucun des deux n'est à prendre à la légère. Sorti de cette étrange baisse de régime entre les 6e et 8e journées, San Francisco a été largement dominateur au cours de la saison. On va aussi mettre de côté, enfin c'est compliqué de le mettre de côté, mais la très lourde défaite contre Baltimore. Ils ont flingué la saison des Eagles aussi, au passage. Oui, au passage. Oui, c'est vrai que les Eagles ne se sont jamais remis du passage de San Francisco à Philadelphie. Le tornade qui a frappé la ville, tu vois. Mais oui, non, et pour les apartés sur les Eagles, c'est un vrai tournant malheureux pour eux dans leur saison, parce que après cette défaite très lourde, plus rien n'est pareil à Philadelphie. Hein, et là aussi, culmination en playoff la semaine dernière face à Tampa Bay, of all people, mais on en reparlera sûrement plus tard. Pour ce qui est de Jordan Love et du jeu au sol également de Tampa, aucun des deux n'est à prendre à la légère, vraiment, puisque le Green Bay, pardon. Tampa et Green Bay, ce soir, c'est les mêmes. Mais en même temps, il y a Bay. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Voilà, ils nous aident pas non plus. Ils m'aident pas. Voilà. Le duo de running back des Packers, A.J. Dillon, Aaron Jones, est particulièrement efficace quand il fonctionne en binôme. Donc, rien n'est à prendre à la légère. Je redoute plutôt ce qui se passerait pour San Francisco si jamais le plan de jeu déraille, ou s'il se retrouve dans des situations avec des longs downs à gagner, ou s'il devait se retrouver à courir après le score, ce que je me pose quand même encore la question de la capacité des Niners à gérer un match lorsqu'ils sont menés au score. On a vu que ça pouvait être parfois un petit peu compliqué contre eux.
Je pense que le but de tout ça, ça va être justement d'éviter le plus possible ces situations. Et alors, je ne pars certainement pas, je n'arrive pas en terrain conquis, mais les analystes outre-Atlantique sont assez d'accord pour dire que pour le moment, là, cette saison, les Packers ne jouent pas encore dans la même cour que San Francisco. S'ils devaient remporter ce match, ce serait Attention, un véritable t'es upset. prêt pour le TFA Curse. Ce qui serait bien aussi, c'est que vous gardiez vos quarterbacks sur le terrain. Ce serait bien. On apprécierait. Brock Pur- Mais si- non, si non, Brock mais pas Purdy 2 se saisons de pète dans le suite. premier quart-temps, vous saurez pourquoi. Hein. Non, mais Ah, il va y avoir, non, mais pas 2 saisons de suite, ça va, on va se il va calmer y là. avoir un petit Oh, fantôme c'est bon. au-dessus du stade à ce moment-là. Il Hein. va y avoir Effectivement, un ouais. dirigeable marqué TFA qui va planer au-dessus du Levi's Stadium. Tu vois Attention les amis. Non mais plus sérieusement, c'est clair que les 49ers sont largement au-dessus. Normalement sur le papier, Bertrand, et on a surtout une faiblesse du côté de la défense des Packers, et ça, sans nul doute, les Niners l'ont déjà identifié. Cette grosse faiblesse, c'est dans la défense contre la course, la défense au sol, où ils sont seulement 27e défense. Ils sont juste devant les Giants, tiens d'ailleurs. 128,3 yards encaissés. Quand en face, tu as Christian McCaffrey, ça annonce une soirée qui risque d'être difficile. Oui, bah de toute façon, il est certain que, comme tu as dit, c'est Kyle Shanahan a tout bonnement bien analysé, à mon avis, cette équipe. Il a sûrement aussi quelques jeux qui va tirer de son chapeau au bon moment. Il a quand même un jeu très diversifié. Quand on sait que justement le jeu à la course des 49ers, on est déjà sur 74 jeux à la course de plus de 10 yards au niveau du gain. Donc vous imaginez bien que McCaffrey est déjà très performant, avec une ligne qui lui permet aussi d'être très performant. Un Trent Williams qui est toujours aussi indispensable à cette équipe, qui sera là pour ouvrir les brèches. Donc ça, c'est sûr que cet élément-là va être absolument nécessaire dans le jeu. En plus, du côté de la défense des Packers, comme tu l'as dit, 27e à la course, mais là, ils sont même 29e à la course sur les yards après premier contact. Ils ont laissé 906 yards sur ces jeux-là, et 23e sur les yards autorisés par course en moyenne. Ils sont à 4,4. Voilà, alors tout ça s'est pas vu sur le match des Cowboys, pour la simple et bonne raison que je pense aussi que la belle victoire des Packers est aussi un gros choc des Cowboys, qui n'étaient pas à leur niveau, ou tout du moins, toute l'équipe s'est liquéfiée, et ça, on n'aura jamais l'explication en soi rationnelle Oh, par bah non, il n'y a pas de rapport à rationnel, ça. c'est les Cowboys et les playoffs. Hein. Voilà, Pas c'est de ça. rationnel. Mais au final, c'est sûr et certain que ça va pas être la même mayonnaise pour les Packers, et que cette fois-ci, leurs statistiques en défense risquent de se voir beaucoup plus mises en avant au niveau de cette faiblesse par le jeu de McCaffrey. Et si on rajoute en plus, petit aparté, le visuel sur le terrain avec, par exemple, je donne un exemple, hein, mais Deebo Samuel qui était à 892 yards cette année, et qui, pour le coup, quand on voit les matchs des 49ers, on a l'impression que c'est lui qui est plus dominant qu'un Brandon Ayuk, qui lui, par contre, est le leader à la réception de cette équipe avec 1342. Bon, on imagine que ça commence à être très, 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 voire même plus le mot compliqué, mais ingérable, de se dire, bon, je suis sur Brandon Ayuk, ah oui, mais il y a Deebo Samuel qui peut faire ça, qui peut gagner les yards après contact, et puis après, quand c'est pas lui, c'est George Kittle, parce qu'il va trouver la soupape de sécurité, et un Brock Purdy qui est relativement calme et qui sait bien gérer son match avec le talent qu'il a autour de lui, ça aide également. Voilà, c'est vrai que cet élément de jeu à la course un peu faible en défense du côté des Packers peut être rédhibitoire ce week-end. On le sait, Seb, les 49ers, c'est une équipe qui est excellente en défense, qui est excellente en attaque. Si tu avais une faiblesse des 49ers à trouver, est-ce que tu en as trouvé une, toi? On va partir du principe que tout le monde Je reste dirais que sur le ça terrain. Hein. On va partir de ce principe-là. alors, moi, je mettrais un bémol sur la profondeur de l'effectif sur le backfield défensif. Et puis, alors, vous parliez de la TFA Curse tout à l'heure, ça c'est le cas pour tous les clubs.
la capacité de rester en bonne Et santé. ils ont réussi à garder un Christian McCaffrey en bonne santé toute une saison en l'utilisant énormément. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal quand même. Moi, on s'en sort pas On mal. va pas On s'en sort provoquer pas le destin, mal, mais enfin bon. puisque voilà. non, non, voilà, peut-être la profondeur du personnel sur le backfield défensif qui explique aussi cette semi-contre-performance dans la défense contre la passe avec ce classement 30e au nombre de tentatives de passe allouées par Et à l'inverse, l'adversaire. la principale force des 49ers, est-ce que c'est pas finalement d'être très complet? C'est d'être très complet, c'est un front fort, surtout en défense, qui est terrifiant. Il y a un front qui est terrifiant avec Hargrave, Bossa et Chase Young. Là-dessus, vous rajoutez des gens comme, par exemple, comme Dre Greenlaw. Et rajouter Fred Warner, qui est mon joueur Et préféré Fred de Warner. l'équipe. Donc, Et Fred Warner. Totalement, oui, Fred Warner qui est un des leaders spirituels même de cette équipe, et Eric Armstead. Non, il y a un front seven, un corps de defensive linemen et de linebackers qui est terrifiant à San Et en Francisco, plus, ils n'ont pas vraiment. besoin de, comme tu dis, Seb, déjà tu les nommes, mais en plus, ils n'ont besoin que de ces 4 joueurs-là devant pour mettre suffisamment de pression. Ils n'ont même pas besoin d'envoyer les linebackers donc les linebackers qui peuvent se concentrer sur tout l'entre-deux-jeux, un petit peu plus de ce qui se passe derrière, et ce qui permet, même si au backfield défensif, vous avez soi-disant quelques faiblesses, s'il faut trouver des faiblesses quelque part, bah voilà, ça y est, ça compense en fait ces éléments-là. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très bien, on passe au pronostic, les amis. Il y avait rien à ajouter, ni de l'un côté ni de l'autre. On passe. Bon. Non, Bon. c'est parfait, c'était complet. Très bien. Entre guillemets, c'est un peu à l'image du match de Ravens-Texans. Je pense que les Texans, comme les Packers, avec leur match de wildcard, qui est quand même, il faut se l'ingurgiter, même si les scores ont été assez larges, il faut quand même l'ingurgiter qu'on a un match en plus que les autres, face à deux monstres qui arrivent reposés. Ouais, ça va pas être simple. Et puis là aussi, entre les deux clubs, il y a, mine de rien, même s'il y a de la jeunesse, il y a une différence d'expérience à ce niveau-là. Brock Purdy, les playoffs, il sait ce que c'est. Jordan Tout à Love, fait. non. Enfin, il sait ce que c'est, Jordan Love, mais depuis la semaine dernière, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une expérience de fou. Oui, Bon, voilà, après, tu il me le diras, sait depuis Brock la semaine Purdy, il a pas dernière. une expérience de fou non plus. Ça fait pas 20 ans qu'il est dans la ligue, mais bon, il y a quand même. Certes, mais sur la marge sur laquelle Ça on fait est 2 sur fois ces 2 plus pour Brock joueurs, Purdy. c'est la di Et, voilà, et ça même fait si 2 après, il n'y a pas les plus, hein. matchs en soi, parce que, bon, on l'a dit, Brock Purdy, à un moment, est sorti avec ce que tu as rappelé. Vas-y, rappelle ce qui s'est Lors passé. d'un match. Mais ce que je veux dire, c'est toute la préparation. Toute la préparation de cet événement. Parce que la préparation est encore plus importante que le match en soi le jour même. Puisqu'en fait, le match c'est juste l'application de tout ce qui a été préparé en amont à l'entraînement ou psychologiquement durant toute la semaine auparavant. Donc, c'est sûr que les 49ers ont l'habitude de ces joutes-là. Après, tu l'as dit tout à l'heure, Seb, le problème, c'est s'ils doivent courir après le score. On sait que si les Packers font la même chose, et je doute qu'ils puissent le faire, mais un 14-0 dès le départ, et que voilà, les 49ers doivent forcer un peu plus, peut-être que ça sera un peu compliqué. Alors, comme je le fais toujours, je rappelle les derniers matchs qui se sont joués entre les deux équipes, en précisant bien évidemment que les scores et les statistiques que je vais donner prenaient en compte à ce moment-là chez les Packers, il y avait un certain Aaron Rodgers. Hein. Donc, c'est déjà, c'est pas tout à fait la même expérience au niveau des playoffs. Le dernier match de saison régulière entre les deux équipes, c'était le 26 septembre 2021. C'était à San Francisco et c'était une victoire de Green Bay 30-28. Il s'était retrouvé plus tard dans la saison en playoff du côté du Lambeau Field. C'était pour le Divisional Round le 22 janvier et c'était une victoire 13-10 des 49ers, une certaine victoire qui avait été aussi le dernier match de playoff d'Aaron Rodgers avec les Packers, puisque la saison suivante, ils n'avaient pas accédé aux playoffs. Donc, c'est les 49ers qui ont mis fin à la dynastie Aaron Rodgers en playoff chez les Packers. Voilà, c'était un match, donc une victoire 13-10 des 49ers. Pour le match qui nous intéresse dans la nuit de samedi à dimanche, Bertrand, 49ers, Packers.
49ers, bien sûr. Après, au niveau, si on devait faire Madame Irma sur un score pour l'amusement, je dirais, je vois pas foncièrement, même avec la faiblesse, quelques faiblesses en défense des Packers, un blowout complet, mais plus un match maîtrisé des 49ers sur un 28, allez, 28-14 pour les 49ers. Très bien. Seb? Tu me Oui, poses je te la pose la question. question. Bah, évidemment que je te pose la question. Parce qu'on sait tous, on est d'accord qu'on sait Je tous sais. qu'il va y avoir un upset dans ce week-end. Ça arrive toujours. Ça Oui, arrive ce toujours. sera pas là. Alors, est-ce que ce sera les Texans Ce sera du pas là. côté de Houston? Est-ce que ce Ben oui, sera... mais il reste un match qu'on n'a pas développé, alors inévitablement, oui, bien voilà. sûr, mais est-ce que oui, mais moi je dis juste que si les Ravens se qualifient facilement, et on sait tous qu'il y aura un upset dans ce week-end, il y aura moins de sérénité du côté des 49ers quelques temps après, parce que bon, il y aura pas d'upset chez Bills Chiefs. Si les Chiefs vont gagner du côté de Buffalo, c'est pas l'upset du siècle non plus. Tout à fait. Je veux dire, bon, dans les 3 qui restent, il va y en avoir un. Bon, il faut trouver le bon. Voilà. Ce sera, écoute, moi je te le dis, ce Je sera pas pense celui-là. pas, franchement. Le Cousins et, Curse. Le Cousins Curse. Je pronostique une victoire 30-14. Allez, de 30 San à 14. Francisco. C'est parti, emballé, c'est pesé. On passe au dernier match de cette NFC. Ce sera un match qui, là aussi, sera commenté sur Twitch comme le Texans à Ravens. Ce sera le match entre les Lions et les Buccaneers. Ce sera à 21h dimanche. Ce sera donc moi-même avec Vince, avec Arthur, avec Mika aussi, notre ancien collègue qui reviendra commenter et nous parler sans doute du match des Packers de la veille puisqu'il est fan des Packers. Donc ce sera à retrouver sur Twitch à partir de 20h45 dimanche, sur le Twitch de The Free Agent bien évidemment. Ce match entre les Lions et les Buccaneers, alors là, j'ai envie de dire, c'est pour lancer, est-ce que vraiment on s'attendait au début de cette saison 2023 à se dire que les Lions ou les Buccaneers seraient en finale de conférence? Écoute, tu me l'aurais dit en début de saison, je t'aurais demandé si tu avais bu. Et comme tout le monde sait que je ne bois pas, en plus. Voilà. Je me serais franchement posé des questions. Non, parlez-moi d'un match d'Outsiders. Alors, même si, une fois de plus, on va le rappeler, il y a quand même une hype Détroit. Depuis le début de la saison, on sentait qu'il y avait, depuis la fin de la saison dernière, qu'il y avait un frémissement véritable du côté des Lions. Mais qui aurait cru que ce club pourrait être candidat à une place en finale de conférence? Certains esprits chagrins, certains d'ailleurs en font partie de cette rédaction, je ne donnerai pas de nom, n'est-ce pas Yaya, ne croyez pas en Détroit avec l'argument suivant. Je rappelle c'est que Détroit. tu viens de parler d'un gars qui croit en Daniel Jones et en son contrat. Donc, si tu veux, bon, est-ce que les croyances de Yaya sont vraiment à prendre en compte? Et qui croit que les matchs à Dallas sont Voilà. truqués. Également. Ils ont oublié de Rappelons-le, truquer les playoffs, visiblement, donc c'est embêtant. Ouais, ça a marché moyen en playoff. Mais oui, effectivement, qui l'eût cru pour ces deux clubs, et j'ai envie de dire qui l'eût cru en particulier pour Tampa Bay. Je pense qu'on était déjà pas nombreux à les voir remporter leur poule. On était déjà pas nombreux à les voir passer les 6 ou 7 victoires. Quoi. Donc, voilà, on n'était pas nombreux à les voir passer. Je rappelle, et ça va me permettre d'annoncer un autre podcast que l'on va faire. Je rappelle qu'on avait fait un power ranking en début de saison avec notre ami Mathieu Van Baal. Et alors, sur 6 personnes qui avaient répondu à notre questionnaire dans la rédaction NFL de TFA, sur 7 personnes, 6 les avaient mis dans la route pour le first pick. Ouais. Ce qui montre le talent de pronostiqueur chez TFA, déjà, pour commencer. Tout à fait. Voilà, tout à fait. On confirme. Hein. Et en plus, voilà. Alors, ça me permet d'annoncer que, à la demande de notre cher ami Mathieu Van Baal, nous allons réaliser une review
du power ranking de début de saison pour qu'on rigole, voilà, sur ces pronostics complètement foireux que l'on a fait. Donc nous ferons ça à la fin de la saison, après le Super Bowl, sûrement le premier podcast après le Super Bowl, pour revenir sur toutes ces prédictions absolument foireuses que l'on a fait dessous, qu'il a fait lui et qu'on a fait nous pour cette saison 2023 où on s'est complètement planté. Et les Buccaneers seront en bonne place dans notre tableau des plantades de la saison. Voilà, c'est... On n'a pas fini de rigoler quand on Ah va bah oui, regarder ça, et d'avoir. ça risque. Ne ratez pas ce podcast, il risque d'être assez savoureux. Ah ouais. Ça risque- Ah, les experts, quoi. Donc, experts à La Rochelle. revenons-en à nos boucaniers. Voilà. Revenons-en à nos boucaniers, précisément. Donc, oui, on n'était pas nombreux à les voir à ce niveau-là, c'est sûr et certain, mais malgré tout, voilà, c'est 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Je ne vais pas revenir sur la raclée infligée aux Eagles lundi dernier. Et je pense que au bout du compte, on a sous-estimé l'expérience que pouvait avoir ce club. Parce que certes, Tom Brady n'est plus là, mais ses coéquipiers de Tampa, eux, ils le sont toujours. Mmh. À commencer notamment par Mike Evans. Donc ce sont quand même, malgré tout, on n'oublie pas non plus que ce club, il est champion de sa division pour la Troisième fois de suite. C'est pas toujours Troisième pas la fois de peine suite, de le c'est bien ça, donc. rabâcher non plus. Donc, utile. une constance Mais et, on sent que et une... Ah, il est bien. l'éditorial de Flav n'est plus tout à fait objectif quand même. À un moment donné, quand on C'est- parle non, de, mais- Ah, mais de il est franchise de NFC, chafouin quand on parle de cette division, c'est incroyable. Ouais, ça fait 4 fois qu'il nous dit, ça fait 3 fois, oui, ça a compris, ça fait 3 fois, bon, d'accord, ok, c'est bon, ils ont pris le titre pendant On sent- 26 ans, bon. on sent Et- qu'il ne passera pas ses vacances à Tampa, Mais si, moi, j'aime beaucoup, ou moi, en j'aime Caroline, beaucoup. ou à Bon, en Atlanta. Caroline, tu sais, en ce moment, tout le monde peut y aller. Hein. Caroline, c'est porte ouverte. Mais c'est- Bon. Mais sinon, du côté de Tampa, j'aime beaucoup les décorations en bateau. Le problème n'est pas là. Voilà. J'aime beaucoup les canons, j'aime beaucoup les boulets également. La preuve, La preuve, on est là. je fais des podcasts avec Yaya, donc bon, la preuve en est que les boulets ne me dérangent pas. Mais au-delà de ça, bon, c'est vrai que j'ai pas d'atome Une crochu. licence sensible, j'ai envie de dire. J'ai pas d'accointance particulière avec ces Buccaneers, mais bon, voilà. Bref, tu as fini ton propos, mon Mais Seb? voilà, tout cela pour dire que c'est tout de même, malgré tout, un club qui a l'habitude de ce type de rendez-vous, avec un effectif plus expérimenté qu'on ne voulait bien le croire au départ. Il y a un jeu aérien qui est moyennement efficace avec 4044 yards, ça le classe 17e, mais ça tombe bien parce que le jeu aérien en défense, c'est le point faible de Détroit parce que c'est une défense qui en a encaissé plus de 4500 yards par les airs. Et si le jeu au sol de Tampa est moins glorieux, c'est peut-être par contre cet aspect-là, moins glorieux même pas du tout, ils sont 32e de la ligue dans cette catégorie, c'est peut-être ce qui va leur coûter quelque chose sur le match. Mais on a tous sous-estimé la capacité de Tampa Bay à garder sa régularité au sommet de sa poule et donc, de par le fait, dans les C'est ce playoffs. que j'allais dire, mon cher Bertrand. On a quand même des défenses qui sont assez particulières, que ce soit, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que ce soit du côté des Lions ou des Buccaneers, on retrouve les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Oui, c'est On ça. a une défense au sol qui est top 5, que ce soit pour les Lions ou pour les Buccaneers. Les Lions sont 2e au sol, les Buccaneers sont 5e. Et à l'inverse, si on prend le jeu de passe, on a 2 équipes qui sont dans le bottom 6, dans les 6 dernières équipes en yards concédés, puisqu'on a Tampa Bay qui est donc la 28e pire défense enfin 28e meilleure, du coup 4e pire défense de la ligue, et les Lions qui sont la 6e pire défense. Du coup, tout va se jouer à la passe. En plus, on a 2 très bons quarterbacks, puisqu'on a 2 anciens numéro 1 de draft face à face. Oui, en fait, ce match est fait très stéréotypé, entre guillemets. On a l'impression qu'on a déjà le scénario qui est écrit et sur quoi les éléments vont se jouer au final. Alors,
là, c'est ce qu'on parle à l'heure actuelle et on ne sait pas comment ça va se passer réellement sur le terrain. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, des blessures, un punt retourné, les turnovers. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si on prend factuellement, c'est tout à fait ça. On risque d'avoir, je pense, le même genre de match que celui contre les Rams, qu'a pu avoir les Rams avec les Lions. Un jeu très ouvert, plaisant. D'ailleurs, je pense à ceux qui vont le commenter de notre rédaction. Je vous dis, prenez plaisir parce qu'effectivement, les Lions ont tendance justement à pratiquer du bon football pour le coup. Et je pense que c'est à ce moment-là que les Bucks devraient appuyer sur le jeu à la passe, mais en espérant être un peu plus précis ou un peu plus régulier que ce qu'ils ont pu le faire, surtout avec Mike Evans, qui reste toujours le fer de lance de cette équipe, pour pouvoir, je dirais, désarçonner un peu cette défense des Lions, pour le coup. Alors, tout ça va se jouer sur le backfield défensif. Les Lions, pour le coup, espère pouvoir profiter de Hayden Hutchinson et de ses sacs, puisque bon, là, pour le coup, il est à 3 matchs avec plusieurs sacs, et il a on va dire, ce qu'on appelle une évaluation sur le pass rush gagnant, on va dire, de 33%, qui est excellent à l'heure actuelle. Donc lui, s'est retrouvé aussi. S'il permet de donner un petit peu plus d'allant à cette équipe des Lions et de faire en sorte de gêner beaucoup plus les Buccaneers, ça risque d'être l'élément qui va faire basculer le match. Ce qui est certain en tout cas, c'est que, et Seb l'a très bien dit, il ne faut pas oublier l'expérience qu'a les Buccaneers de ce genre de confrontation. Il ne faut pas oublier également que grâce à leur expérience et au style de défense qu'ils ont, où ils blitzent sur 40% du temps des matchs en règle générale, ils gênent énormément avec des Lavonte David et Devin White qui sont vraiment les joueurs d'impact et qui marquent leur territoire. Et c'est peut-être ça aussi. Là, par contre, on touche à un point d'un match qui peut avoir son importance, c'est que c'est le retour en play-off des Lions. C'est le retour après de nombreuses années, avec un coach qui, tant que tout se passe bien, n'est pas un coach, Dan Campbell, et avec tout le respect que j'ai pour lui, qui Oui, saura... alors oui, on va commencer à y aller mollo, parce que déjà, ça a taillé les Saints il y a quelques secondes. On ne touche pas à Dan Campbell, on soit bien d'accord. Bon, Non, alors on non. ne touche pas quand même, mais malgré tout, pour terminer mon propos, malheureusement, Dan Campbell, qui est un coach proche de ses joueurs, mais est-ce qu'il saura adapter, ajuster son équipe, son cahier de jeu, prendre des bonnes décisions au moment fatidique, au moment où ça va compter et où il va falloir faire en sorte de faire gagner son équipe. Ça, à l'heure actuelle, je le vois pas comme un tacticien pur et dur qui va retourner le match. Et c'est peut-être ça, au-delà du talent individuel de chaque joueur, qui risque à un moment donné de faire basculer la rencontre aussi. Alors, il y a quelque chose, un élément quand même où il va falloir que les Lions fassent attention, c'est sur les pertes de balles, parce que Tampa Bay s'est fait une spécialité d'être plutôt bon dans les takeaways, hein. Ils sont à +8 si on considère les ballons perdus et les ballons gagnés, avec notamment 13 fumbles recouverts par la défense des Buccaneers. C'est la deuxième meilleure, à égalité avec les Giants et les Ravens. Ça peut être une vraie force, Seb, pour les Buccaneers, avec des ballons qui peuvent être récupérés. Ça peut être une vraie force. On sait que le différentiel takeaway giveaways, il est crucial statistiquement en football, et on peut dire sans trop s'avancer que l'équipe qui remporte cette bataille très souvent remporte le match. Alors, ça marche pas tout le temps, parce qu'on rappelle que les Giants sont à +12 en différentiel cette année. Ça marche pas tout le temps. Pourtant, C'est une règle générale. On peut pas dire qu'ils aient remporté beaucoup de matchs, hein, donc bon. Il faut toujours une exception à la règle. Tu sais, il y a toujours le mouton noir, celui qui va tout faire à l'envers. Hein. La chèvre noire, j'aurais dit plutôt. Voilà, voilà. Le problème des Giants, c'est qu'ils ont tout misé sur leur défense et justement ces éléments-là, mais il n'y avait rien en attaque. Le problème, c'est qu'ils interceptaient les ballons, mais qu'après, ils ne savaient pas les remonter, quoi. Voilà, et on faisait plus de punts qu'on faisait de passes durant une rencontre. Donc à un moment donné, effectivement, ça n'aide pas non plus. Oui, pardon, Seb, on t'a coupé du coup. Non, aucun souci. Mais oui, effectivement, c'est un point qui sera important et qui sera surveillé. C'est une force de Tampa Bay.
Espérons qu'il puisse jouer dessus. Alors, je suis en train de rechercher les stats en termes de perte de balles de Détroit, parce que c'est vrai que je ne sais pas Alors trop où Détroit, on ils sont est. ils sont à 0 différentiel, giveaways, D'accord. takeaways et ils en sont à 11 fumbles perdus, 12 interceptions concédées et à l'inverse, ils ont 16 interceptions pour eux et 7 fumbles recouverts. D'accord, donc peu de ballons relâchés tout de même dans la Oui, 11 sur la saison, ouais. 11 sur la saison. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, et 12 interceptions, c'est correct pour un quarterback. Donc une force pour Tampa Bay, encore faut-il qu'il puisse l'exploiter. Et oui, ça va être tout le problème. Alors la question est de savoir quelle sera la météo à Détroit. Ça, c'est une. Non, je rigole. Vous avez pas vu cette Non. magnifique question de la journaliste Oui, si, si. Je à l'ai vu. l'entraîneur de Tampa Bay qui, donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux de The Free Agent. Todd Bowles, ouais, ouais. Où la journaliste demande à Todd Bowles s'ils se sont préparés à jouer dans le froid de Détroit. On rappelle quand même que le match se déroulera au Ford Field, donc dans un stade couvert. Donc autant dire que bon, comme quoi parfois on peut être journaliste et puis se trouver. Ça arrive Il même faut au savoir meilleur. se taire à un moment donné, Et c'est voilà, clair. des fois ça peut arriver. Juste une petite question en dehors de ce match de playoff, mais qui a quand même un lien avec les Buccaneers. Baker Mayfield est en fin de contrat. Il sera free agent à la fin de la saison. Est-ce que vous le voyez prolongé à longue durée, parce qu'il avait signé que pour 1 an chez les Buccaneers? Est-ce que Seb, toi, tu le vois prolonger, avoir un contrat, on va pas dire un contrat max, hein. Il a 28 ans. Mmh. Est-ce qu'il peut s'installer comme le successeur de Tom Brady à Tampa Bay pour au moins quelques saisons, 3, 4, 5 saisons? Ça me semble, Mayfield, il s'est un peu fait une réputation, enfin une réputation, c'est pas, il a l'image un petit peu ce qu'on appelle un journeyman maintenant. Voilà, c'est-à-dire Il c'est va un dans pro. une franchise, il colmate les brèches et Oui, et voilà, puis c'est ça, voilà. c'est un Il l'avait pro, très c'est un bien fait pro l'an dernier solide. chez les Rams, notamment. Je me Absolument. rappelle de son match où il était arrivé quelques heures avant le match. C'était contre les Raiders, si ma mémoire est C'est bonne, ça, ouais. et où il avait sorti un très très gros match pour les Rams. Donc, je pense que c'est un joueur avec lequel il est compliqué de se projeter sur l'avenir. Il n'est pas encore atteint par la limite d'âge, comme tu l'as dit, il a 28 ans. Est-ce que la question est sur la table à Tampa également? Oui, parce que qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi? C'est ça la question, parce qu'il y Voilà. a Kyle Ouais. Trask derrière. Je peux me permettre, Oui. mais je vais pas dire que je suis pas du tout d'accord avec Seb, mais c'est parce que moi je vais être plus tranchant dans ce que je pense. Je peux me tromper, hein, complètement, hein, mais Oui, bon, tu justement t'es en bien trompé parlant dans le choix de franchise. voilà, en plus. Ouais. Mais dans l'aspect de journeyman, non, moi je pense que ce bonhomme-là, il attend qu'une chose, c'est de se stabiliser. Il a été très mal considéré chez les Browns au final. S'il a fait quelques temps aux Rams, il fait une saison à Carolina catastrophique. Et au final, il arrive dans la franchise de Tampa où cette année, en tant soit peu, il réussit. Il a l'air de se sentir bien, et vous verrez, il y a une vidéo alors c'est un moment d'un match, bien sûr, une plaisanterie, mais enfin, il veut boire un Gatorade, il fait exprès d'asperger un membre du staff des Buccaneers. Voilà, moi je pense qu'il a envie de Mais se stabiliser. ils aiment la galéjade, hein, du côté des Voilà, ils aiment la Buccaneers. galéjade. Eh oui, Mais oui, ils aiment mais il a envie de le bon stabiliser, geste. il a envie de pouvoir, s'implanter, et puis il faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'en Floride, les joueurs sont taxés 50 de moins que n'importe quel autre joueur en règle générale sur un salaire, et ça joue aussi Ah ouais. Puis à au-delà de ça, Miami, il pourra pas y aller, quoi, c'est sûr. voilà, puis au-delà de ça, de l'aspect purement footballistique, Jacksonville non à un plus. moment donné, tu as la vie de tous les jours, et puis bon, bah, ça fait bon vivre d'être à Tampa. Moi, je pense que pour une fois, il va se dire: «Ah, enfin, j'ai une certaine, stabilité, on me fait confiance, peut-être qu'il y aura des joueurs pour améliorer les choses». Il y a quand même une défense, voilà, qui est là au Je top. suis dans une division nulle. Moi aussi, pour le coup, non, non, moi, ça Je commence à peux aller en cliquer play-off tous les ans, tu vois, vu la tête ouais, de la c'est ça. division. Ça commence à cliquer correctement, sur tous les aspects pour dire: «Je reste», quoi, hein, au final. C'est Ouais. En tout cas, ce sera l'un des chapitres de cette free agency qui commencera mi-mars. Je crois que c'est le 13 mars. Mmh. Elle commencera. Donc voilà, ce sera l'un des chapitres. On a fait un article d'ailleurs sur les quarterbacks qui seront free agent à la fin de la saison. Il y a Baker Mayfield, il y a aussi Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Jameis Winston. Bref, la liste est longue des QB qui pourraient changer de crèmerie en cours de saison.
Avant de refermer ce podcast, évidemment, je vous demandais votre pronostic pour ce match entre les Buccaneers et les Lions. Alors, si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'upset encore de donner pour l'instant. Donc, va-t-on vers un upset? Va-t-on vers une victoire des Buccaneers? Va-t-on vers une finale de conférence pour Tampa Bay que, on le rappelle, on avait magnifiquement classé dans le fond de la ligue? Seb? C'est alors là aussi compliqué à pronostiquer. C'est difficile de mettre Tampa de côté après leur démonstration face à Philadelphie la semaine dernière. En même temps, Détroit est l'équipe qui monte, ils vont être à domicile, ils ont un très gros public qui va probablement avoir son rôle à jouer lors du match. Allez, je choisis Détroit. Je choisis Détroit pour le coup. Ce n'est pas Alors, moi qui. j'ai oublié de le préciser, mais les Lions et les Buccaneers se sont affrontés cette saison déjà au Ford Field. C'était au mois d'octobre ou fin septembre ou au mois d'octobre. Et c'était une victoire 20-6 des Lions de Détroit sur les Buccaneers. Ceci étant dit, c'était le 15 octobre précisément. Ceci étant dit, mon cher Bertrand, est-ce que les Buccaneers peuvent aller créer l'upset? Eh ben moi, je le fais le statement là, je dis que l'upset, il est là. Il est là l'upset. Et pourquoi il est là l'upset? Parce que les Buccaneers ont l'habitude de ces joutes de playoffs. Ils sont plus durs au mal par rapport à ce match-là, plus malins aussi. Il va falloir être malin, les petits coups de vis qu'il va falloir faire au bon moment. On les dit les underdogs de cette saison. Ils sont capables de le faire sur un match. Ils ont gagné les 6 de leurs 7 derniers matchs en post-season par rapport à la situation. Je parle bien des matchs post-season. Si on parle sur les années précédentes, au moment où ils se sont qualifiés en play-off. Et ils peuvent très bien réussir à gagner contre cette équipe des Lions qui est très forte offensivement, mais qui revient en play-off et qui, pour le coup, même avec la victoire contre les Rams, je veux dire, c'est fait accrocher dans ce match-là aussi. C'est tout l'ensemble. Et tu disais qu'il fallait un upset. Le voilà, l'upset. Allez, on le met là. Emballé, c'est pesé. On part pour les Buccaneers du côté de Bertrand et pour les Lions du côté et de avec Seb. un score qui ne va pas dépasser dans le même genre de Rams-Lions, je pense, dans la vingtaine de points. Après dire, allez, j'en sais rien, ça va peut-être vers 24-21 pour les Bucks. Très bien. On rappelle le programme sur TFA. Alors déjà, vous retrouverez au niveau du site les previews qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, les previews de tous ces matchs de division en version écrite. Si vous avez envie d'aller lire ces previews, de les partager, vous aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. On va aussi avoir 2 matchs commentés sur la chaîne Twitch de TFA. Ce sera ce week-end, donc on rappelle, Texans at Ravens, ce sera samedi à 22h30 et on commentera également le Lions Buccaneers, ce sera dimanche à 21h. Le programme complet de ce divisional round, ce sont donc samedi 22h30 Texans at Ravens, ensuite à 2h15 du matin Packers at 49ers, dimanche 21h Buccaneers at Lions et à minuit et demi les Chiefs chez les Bills de Buffalo. Voilà pour le programme complet. Merci beaucoup Seb. Merci Bertrand pour votre expertise, toujours au top, comme on dit. Et on se dit à très vite sur les antennes de TFA. Portez-vous bien, salut tout le monde. Salut, à bientôt.